Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'InPower qui j'espère vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à partager l'épisode à une personne autour de vous qui pourrait aider ou inspirer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je sais, moi-même, j'avoue, je le fais très peu sur YouTube, mais ça fait vraiment la différence. Donc si vous pouvez penser à le faire, ce serait trop chouette, ça nous permet de recevoir des invités encore plus cool et à faire grandir le podcast. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de te recevoir. J'ai beaucoup de questions que je me pose sur le domaine dans lequel tu as travaillé, à savoir l'espionnage et les renseignements. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais avant d'explorer les potentielles idées reçues et aussi compétences que tu as pu acquérir au cours de toutes ces années, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Donc, je m'appelle Olivier Mas, je suis officier saint-cyrien de formation. Donc, j'ai 28 ans de carrière dans les armées. J'ai terminé avec le grade de colonel et j'ai passé donc 15 ans à la DGSE avec des carrières très différentes à l'intérieur de ça. J'ai commencé avec un officier sous légende, donc j'ai appris à monter des légendes. J'ai eu quelques missions comme ça en étant une fausse personne avec des faux papiers. Et puis ensuite, j'ai passé le concours d'école de guerre, puis je suis revenu à la DGSE et d'une manière plus classique, là, j'ai fait du renseignement, la direction du renseignement. J'ai eu des postes extérieurs à l'étranger. Voilà, une carrière complète que j'ai terminée pour convenance personnelle, pour avoir une vie de famille plus équilibrée en 2017. Et là, je suis passé de l'ombre à la lumière. J'ai créé une chaîne YouTube sur le renseignement Talks with a Spy, qui a 170 000 et quelques abonnés. Et puis voilà, je fais des livres, je fais des conférences et j'interviens au grand jour pour parler de mon ancienne passion, qui est donc le renseignement et l'espionnage. Est-ce que ta femme savait que tu étais espion ? Oui, ma femme savait. Alors, mes femmes, en fait, parce que j'ai commencé avec une. Alors, c'est pas parce que je suis un dragueur, etc. C'est la première à m'acquitter. Mais donc voilà, il y a eu plusieurs femmes et les deux femmes savaient bien sûr que j'étais espion. On ne peut pas, comme dans la Totale ZD ou True Lies avec Schwarzenegger, donc le principe du film où on ment complètement sur sa carrière, ça ne tient pas, ça fait des gens déséquilibrés. Il faut quand même une vie stable dans ce monde de brut. Et donc ses proches savent qu'on fait, quel métier on fait. Simplement, le soir, quand on rentre du travail, on ne parle pas de son travail. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour un couple. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 18 ans se dise j'ai envie de me consacrer à une carrière militaire ? Oui, alors moi, très classiquement, comme les fils d'avocats, de médecins, de profs, etc. Enfin, donc, mon père était militaire. Et j'ai eu envie de reproduire un peu le même métier. Ce qui m'avait plu dans sa carrière, c'était la diversité des métiers qu'on retrouve au sein même de l'institution militaire. On est chef de section de terrain, homme de terrain, on est ensuite formateur, on peut être prof, instructeur, diplomate, plein de choses différentes. Donc, et puis on déménage tous les 2-3 ans. Et c'était un rythme qui me plaisait avec des passages à l'étranger. Donc voilà, Saint-Cyr m'a ouvert les bras et je suis précipité dans l'aventure. Tu te souviens de la première fois où tu t'es dit bordel, dans quoi je me suis fourré ? Notamment, c'était une mission au Liban. Mon roman se passe au Liban. C'est un pays qui m'est cher. J'y suis retourné souvent, plusieurs fois. Et là, c'était une mission avec la DGSE. Et je travaillais en partie, pas seulement, mais en partie sur l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri, assassiné par des opérationnels du Hezbollah. Et donc on menait un petit peu l'enquête, savoir un petit peu si c'était vrai, ou qui était derrière tout ça. Et l'officier libanais qui était allé le plus loin dans cette enquête-là, c'est le capitaine Wissam Aïd, qui était... J'étais à Beyrouth à ce moment-là, et donc il a un attentat, et sa voiture est piégée, et 40 kilos d'explosifs, donc il n'a pas souffert, le pauvre homme. Mais donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas moi est-ce que je ne serais pas le prochain sur la liste ? Bah oui. Et donc, à partir de là, je regardais tous les matins sous la voiture, sur mon 4x4, s'il n'y avait pas un explosif. Et là, ce n'était pas des moments forcément très, très agréables. Donc là, peut-être que je pouvais me dire, mais qu'est-ce que je suis allé faire ici, dans ce bordel ? Et tu ressens la peur ? La peur, à chaque fois que j'étais confronté à la peur, il y a le calme, en fait. L'adrénaline, oui, l'être humain devient un animal, et en fait, on pense plus calmement, tout se ralentit.
et on est en hypervigilance. Et donc notre corps fait en sorte de nous donner les clés pour pouvoir rester en vie. Et donc c'est ça, c'est très curieux. Les moments comme ça où on a peur, moi je me suis trouvé étrangement calme. C'était quoi pour toi le plus dur parmi toutes ces épreuves Moi j'ai toujours voulu, j'ai envie de l'énergie des débuts, donc j'ai toujours demandé des postes les plus exigeants. Et là où où il y avait le plus d'adrénaline. Et donc je recommençais toujours à zéro. Donc j'ai fait du contre-terrorisme, j'ai fait du renseignement sur la Chine, je suis allé dans les zones qui étaient les plus sensibles parce que ça m'attirait, mais en même temps ça me stressait beaucoup parce que tout était à refaire et je restais pas dans le même, je creusais pas le même sillon. Et je ne restais pas dans un certain confort. Et donc, en permanence, ces changements où à chaque fois, il faut refaire ses preuves, c'était idiot. Enfin, je m'y précipitais la tête la première, et en même temps, je souffrais parce que c'est pas facile, et parce que je suis impatient et que je voulais les meilleurs résultats au plus vite. Et voilà, donc c'était parfois compliqué à gérer. Dans ton roman, là, le Walk-in, sans spoiler quoi que ce soit, mais il y a un réel sujet de confiance avec les sources. Comment on peut savoir, même si on ne sait jamais à 100%, qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Parce que je me dis que c'est une réalité qu'on peut appliquer aussi, nous, à nos vies. Je pense qu'on a toutes et tous dans notre entourage des personnes où on se dit « Ah, je ne sais pas vraiment si je peux lui faire confiance ». Comment toi, réussissais à y parvenir? Là, dans mon roman en particulier, c'est un walk-in, c'est un volontaire qui vient taper à la porte de l'ambassade et il dit « J'ai du renseignement à vous communiquer ». Et en plus, là, il s'agit qu'il annonce qu'il est officier de renseignement des services syriens. Donc on va avoir un tête-à-tête entre deux pros de la manipulation, deux membres des services de renseignement. Donc ils vont jouer au jeu du chat à la souris. Et donc quand on a un volontaire qui se présente comme ça de lui-même, ou d'elle-même, évidemment ce sont des femmes aussi, il faut se poser la question, parce qu'on a plein de manipulateurs, on a plein de gens qui viennent raconter des cracks, récupérer de l'argent pour récupérer de l'argent, ou envoyés par un service adverse pour nous manipuler, etc. Donc c'est vraiment au cœur de cette question, la confiance. Est-ce qu'on peut accorder la confiance? Alors en renseignement, on va essayer de lui dire, tiens, prouve-moi que tu es vraiment cette personne-là, montre-moi tes papiers, donne-moi le numéro de téléphone. Ça, tu me dis que tu connais bien le colonel Assad, donc donne-moi son numéro de téléphone. Il nous donne le numéro de téléphone, on va travailler sur le... Donc tout ça, ce processus de check se fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc on met le numéro en interception, on travaille, et puis là, si on voit des commandes de pizza, on voit bien qu'il y a un problème, que ça ne correspond pas à un numéro d'un colonel, etc. Donc il y a une arnaque, il y a anguille sous roche. Donc la confiance, elle se fait comme ça. On récupère des faits et on vérifie par l'intermédiaire d'autres sources. Ce sont les faits qui parlent. Ce sont les faits qui parlent. Et donc dans la vie quotidienne, quand on a un doute dans notre entourage de quelqu'un qui nous ment, on peut aussi tendre des petits pièges ou poser des questions. Tiens, tu m'affirmes, tu es allé à New York ou tu connais tel restaurant, mais c'est où? C'est quelle rue? C'est quel quartier? Je sais pas, tu balbuties, tu n'avais pas prévu que je pose la question, parce que tu croyais que j'allais prendre pour acquis ce que tu me racontes, mais je sentais que tu brodais un petit peu autour, et donc il suffit de se mettre en position face à l'information, de dire tiens, et si c'était faux? Alors si c'est faux, je vais poser des questions, et puis on va voir s'il me répond correctement. Comment est-ce que ça t'a façonné, ce métier? C'est-à-dire, si tu penses à Olivier à 18 ans, et Olivier maintenant, qu'est-ce que toutes ces années au sein des services secrets, comment est-ce que ça t'a construit et potentiellement changé en tant que personne? Je pense que nul n'est irremplaçable, mais que quand j'ai quitté le service, par exemple, donc à 47, 48 ans, on est un paquet d'expériences, quoi. Donc, quand c'est quelqu'un comme ça qui part, c'est toute une expérience qui s'en va, qui s'éteint. Et tout ça, c'est la force de l'expérience. C'est plein de situations terribles ou des difficultés par lesquelles on est passé. Et donc, il y a tout un bagage. Et donc, l'Olivier Mas qui rentre au service à 28 ans, il a
il a vraiment tout à découvrir, quoi. Même s'il est plus percutant, il retient mieux, il est plus actif physiquement, il est plus au point. Sinon, c'est un peu la décrépitude. Mais en termes d'expérience vécue, de terrain, des choses difficiles, quand j'étais en Asie centrale, sur les services pakistanais, pour les citer. Mais, donc, j'ai eu des choses où j'ai appris en un an, j'ai eu un condensé d'expérience que les gens... d'autres personnes au sein du service vont remettre 5 ans à acquérir. Donc tout ça, ça transforme et ça permet, une fois qu'on est confronté à une difficulté ou à un imprévu, ça, on est déjà passé par là. Ça je sais, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait tel type d'erreur, mais ça, je l'ai bien fait, et voilà, ça donne plein de pistes. Donc ça m'a façonné en ce sens que ça m'a donné beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, et que j'étais donc quelqu'un qui devient riche de toute cette expérience. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment, ou dans ta vie même, qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Moi, j'ai toujours un livre qui m'a beaucoup plu, qui est Graham Greene, La puissance et la gloire, parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup. C'est un mauvais prêtre ou un lâche, donc un personnage qui est sali dans le roman, qui ne vaut pas grand-chose et qui, en fait, au fur et à mesure, va se sublimer et va devenir presque un héros. Et pas malgré lui, un héros, parce qu'il le devient par la force des choses et il se révèle. Et je crois beaucoup à la capacité de l'être humain qu'il a de s'améliorer. On part d'une situation de départ et on peut toujours s'améliorer. Et tout le monde peut s'améliorer, même le pire des salauds ou le pire des médiocres. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup ce roman. Ça m'a donné envie de le lire. Ah, pas lu ? Non, pas lu. Ah bah il faut. Ouais. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Ouais, donc j'ai beaucoup aimé le podcast avec Comte Sponville, André. Fari. Ouais. Fari, bah oui, ça m'intéresserait d'interroger Fari, comme que tu as reçu Panayotis, puisque c'est le binôme qui a créé l'idée de ce jeu Loup-garou. Et donc, oui, comme tu as toujours des questions intelligentes et sensibles, etc., j'aimerais voir ce qu'il a dans le ventre. Il a plein de choses à dire et c'est un type très intéressant et avec une culture double. Culture de banlieue aussi, et donc je pense que oui, ça m'intéresserait que tu le reçoives, au même titre que tu as reçu Panayotis. Ouais. Le pari est lancé. Et enfin maintenant, ma dernière question, c'est de demander à mon invité s'il prenait un petit carnet où il peut laisser à ses enfants 3 enseignements pour la suite de leur vie. Quels seraient ces enseignements ? Et confiance en toi. T'es de l'or en barre. Ça en est un, ça, non ? Donc, et confiance en toi. Je suis en admiration devant mes enfants, de toute façon. Ça doit leur donner confiance. Ouais, leur donner confiance. C'est important, la confiance et le regard des autres. Et de leurs parents, déjà, c'est les premiers. Donc, leur donner confiance parce qu'il y a des talents formidables. Donc, croire en soi. Ouais, ne pas se donner de limites. Chercher le plaisir. Je pense que souvent, on ne sait pas trop quel métier on va faire. On hésite, on n'est pas content, etc. Mais dès que... Et je connais plein de gens qui ont été des médiocres et qui se sont cherchés et qui tout d'un coup ont trouvé leur voie et se sont trouvés un métier qui tout d'un coup... Et tout d'un coup, ils devenaient les meilleurs, premiers de leur classe, quoi. Et donc tant qu'on n'a pas trouvé le plaisir, il faut continuer à chercher. Donc cherche le plaisir, fais un métier qui va te réaliser. Dès que tu auras le plaisir pour te guider, tu seras très bon. Ça me paraît déjà pas mal, hein, c'est le truc, hein. La troisième. Pas de troisième. Ça peut être toi, ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt ou tu vas apprendre plus tôt. Ouais, évite les nuisibles. Il y a des gens, je pense que c'est bien, c'est important, surtout dans ce monde qui devient de plus en plus difficile, stressant, etc. Donc, s'entourer de bonnes personnes et ne pas s'enfermer. Si les gens... On mérite d'être avec des gens de qualité, des gens bienveillants. Et la bienveillance, c'est vraiment une qualité très intéressante, importante. Donc, détourne-toi des nuisibles, ne perds pas ton temps et va vers les gens solaires et qui vont t'apporter du bien, et qui vont te révéler, qui vont t'élever vers le haut.
J'aime beaucoup. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces infos. Merci Je mettrai pour ces évidemment questions. ton livre dans la barre de description. Et pour les personnes qui désormais veulent peut-être suivre, échanger avec toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Ouais, alors j'ai les trois réseaux sociaux, hein, YouTube, Instagram et LinkedIn. Et c'est vrai que chacun a son style. Donc voilà, il faut choisir l'un des trois, ceux dans lesquels les gens se sentent le plus à l'aise. Et je réponds dans les trois. Ok, Talk with Spies. Talks with the Spy, Voilà. Olivier Mas pour Instagram et LinkedIn. Ouais. Ok, je mettrai ça dans les notes. Et bien, j'espère à très bientôt. Avec plaisir.